Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Katia Buisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale à Villeurbanne, élue PRG et candidate aux prochaines législatives à Villeurbanne. Alors, quel problème vous avez avec la France Insoumise? Vous avez été élu avec eux aux dernières municipales, mais cette fois, vous trouvez intolérable qu'il y ait un candidat de la France Insoumise dans votre circonscription? Alors, je n'irai pas jusque-là. Je ne trouve pas ça intolérable qu'il y ait un candidat, puisque je crois profondément dans le système démocratique et du coup dans le fait que chacun puisse se présenter. Je pense que ma candidature montre justement que je suis plutôt pour qu'il n'y ait non pas des unions qui se confondent avec de la compromission, mais plutôt de laisser le choix à des électeurs d'avoir une pluralité de candidats et donc de convictions. Sachant qu'en plus, aux dernières municipales... Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'à Villeurbanne, vous aviez fait un peu la NUPES avant l'heure. Vous avez fait une alliance qui allait de la France Insoumise au PRG dès le premier tour des municipales. Les écologistes vous ont rejoint au deuxième tour. Oui. Et là, cette fois, vous en sortez et vous vous présentez en dissidence. Je tiens quand même à... Alors, je ne suis pas dissidente puisque le PRG n'a pas souhaité, dès le départ, rentrer dans cette alliance pour des raisons essentiellement de fond, que ce soit la défense de l'Europe, la défense d'une gauche républicaine ancrée dans le réel. Et je tiens quand même à signaler qu'au municipal, certains membres de la France Insoumise se sont fait exclure par Jean-Luc Mélenchon, puisque justement, le parti ne voulait pas de l'union de la gauche. Donc, quelque part, je ne peux que me féliciter du fait que France Insoumise, petit à petit, commence à rentrer dans une forme un peu plus raisonnée en matière de politique. Alors, vous êtes par ailleurs doctorante, spécialiste des questions de la laïcité. Vous avez écrit un livre sur la laïcité en prison. Tout à fait. C'est un sujet qui est cher au Parti radical de gauche, sur lequel vous êtes intervenu cette semaine dans un débat public, en rappelant que la laïcité, c'est la liberté. Vous faites ce que vous voulez dans l'espace public. Vous pouvez porter des t-shirts Che Guevara ou J'aime Jésus, c'est votre liberté. Finalement, c'est exactement ce que dit Éric Piolle, le maire de Grenoble, pour enlever les interdictions de port du burkini ou de l'autorisation d'être seins nus pour les femmes dans les piscines de Grenoble. Alors, la différence que je peux avoir avec Éric Piolle, c'est que je n'ai jamais changé sur le sujet, ce qui est le cas d'ailleurs de tout le PRG. On peut rappeler qu'Éric Piolle était pour, puis contre, puis contre, puis contre, et qu'à un moment extrêmement particulier, c'est-à-dire au moment des élections présidentielles puis législatives, il se souvient de cette demande-là, formulée par certaines associations en particulier. Et là, il a décidé, du coup, d'être pour la liberté à la fois des seins nus et du burkini, à un moment où ça ne pouvait être qu'explosif. Regardez à Rennes, ça s'est passé de manière intelligente et calme. Et là, je pense qu'une fois de plus, il fait le jeu de tous ceux qui utilisent la religion et instrumentalisent le corps des femmes. Il a raison d'une certaine en droit. Liberté. Il a raison, mais on est en politique, le timing n'est pas anodin et les soutiens qu'il a ne sont pas non plus anodins. Les burkinis ne sont pas autorisés dans les piscines de Villeurbanne? Non. Alors il faudra changer cette loi, cette règle municipale? Je pense que là où il y a aussi quelque chose à faire, c'est que le Conseil d'État a été saisi et je trouve qu'il est important parce qu'au final, la seule question qu'on a à se poser pour savoir c'est est-ce qu'on doit changer le règlement intérieur ou pas? Est-ce qu'il est possible ou pas, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, d'avoir des tenues couvrantes? Pour moi, c'est la seule question qui est à se poser et je pense que pour le coup, c'est à un juge de répondre très clairement. Puisque ça n'est pas une question de laïcité, puisque la laïcité est très claire là-dessus et merci de m'avoir cité, la laïcité, c'est la liberté totale des usagers du service public. Et vous êtes pour l'interdiction du burkini en utilisant finalement le faux prétexte de l'hygiène et de la sécurité? Non, je suis pour la critique du symbole. Et je pense qu'il est important que tout le monde soit libre, qu'on soit libre d'être seins nus comme on peut être libre de porter une tenue plus couvrante. Je revendique par contre clairement mon droit à dire que je suis contre le burkini, non pas pour qu'on l'interdise, mais en tant que symbole d'oppression, une fois de plus, du corps des femmes et d'invisibilisation des femmes. Regardez ce qui s'est passé encore récemment en Afghanistan, avec des femmes qui sont obligées de lutter pour faire le métier que vous faites et ne pas être en burqa, qu'on puisse au moins, parce qu'elles doivent quand même rester voilées, pour au moins qu'on puisse voir leur visage. Donc si je comprends bien, vous êtes contre le burkini, mais pour son autorisation dans les piscines municipales? Oui. C'est une position de respect du droit, c'est la juriste qui parle finalement. Non, c'est à la fois la juriste et à la fois la politique. Et c'est aussi ça, être un responsable politique. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que doit faire la règle, ce que dit le droit,
et des positions qu'on peut avoir en matière politique, et notamment sur les religions qui instrumentalisent très souvent le corps des femmes. Et je pense que justement, il est important, quand on parle, de ne pas céder à une espèce de simplicité dans la manière de parler, et de dire tout est toujours tout noir ou tout blanc, et je suis toujours pour ou contre. Et c'est justement pour ça qu'il est important d'avoir des candidatures comme la mienne, qui ne cèdent pas à une espèce de simplicité, de dire il faut que Jean-Luc Mélenchon et son gendre soit à la tête du gouvernement. Alors, revenons sur la laïcité en prison, qui était le sujet de votre livre. Oui. Vous êtes contre toutes les entorses à la laïcité, y compris le financement d'aumôniers dans les prisons, Oui. Dont l'objectif est aussi d'éviter une forme de radicalisation en permettant aux prisonniers d'avoir accès à des aumôniers qui seraient plutôt validés par l'administration. Alors, de toute façon, il y a une procédure d'agrément qui est très claire, qui permet une forme de séparation des églises et de l'État. Et je suis tout à fait pour le fait qu'il y ait des aumôniers. Par contre, ce qui n'est pas normal, par exemple, c'est qu'en France, vous n'avez d'aumôniers que cultuels. Alors que, par exemple, vous allez aller en Belgique, vous avez des aumôniers spirituels. Donc en France, on ne pense la liberté de pensée et de conscience et de culte qu'en matière de religion. C'est un premier problème. Le deuxième problème que je vois à cela, c'est que l'État, par nature, n'est pas philanthrope, et que forcément, lorsqu'il va financer, il va chercher à contrôler. Et je suis justement pour une réelle liberté de culte, et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où des aumôniers vont être dépendants de l'État pour vivre, et du coup, l'État va leur demander de sortir de leur rôle purement d'assistance spirituelle et morale. Et je pense que, profondément, depuis les attentats, on a eu des réactions que d'émotions, et on n'a pas pris le temps, un peu comme pour le sujet des burkinis, on n'a pas pris le temps de réfléchir et d'accepter qu'il y a une certaine complexité sur ces sujets. Sur la question de l'islam, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que l'État s'implique en organisant, comme il essaie de le faire, un islam de France, plutôt que de laisser ça finalement à des ambassades étrangères ? Alors je pense que c'est quelque part assez insultant pour tous les citoyens et les citoyennes de confession musulmane de penser qu'ils ont besoin soit de la tutelle de l'État français, soit de la tutelle d'États extérieurs. Ce qu'a essayé de faire... C'est simplement le constat qu'aujourd'hui, la plupart des imams sont financés par des ambassades étrangères. Il y a effectivement des influences étrangères, mais ce qu'a fait Emmanuel Macron en faisant une pseudo-charte de l'islam de France qui mélange le théologique, le politique, le juridique pour expliquer ce que doit être un bon islam, ça n'est pas à l'État français de dire ce qu'est un bon islam. Et la loi de 1905 était très claire là-dessus. Et il serait temps, je pense, que les responsables politiques qui veulent s'emparer de ces sujets lisent la loi de 1905 et enfin la comprennent. C'est très clair. Un ministre du culte n'a pas le droit, au sein d'un édifice cultuel, de parler de politique, par exemple. C'est pour ça que je me suis, par ailleurs, plutôt insurgée quand mes camarades insoumis ont voulu organiser une manifestation cultuelle et politique. Alors, sur la rupture du jeûne du Ramadan ? Tout à fait, parce que, en fait, à partir du moment où un ministre du culte n'a pas le droit de parler de politique, et pour des raisons très simples, n'a pas le droit de parler de politique au sein par exemple, d'une mosquée, il est absolument incompréhensible qu'un parti politique organise lui-même une manifestation cultuelle pour avoir des voix. Je trouve que c'est une exploitation de la religion et c'est viré sur du communautarisme. Et cette gauche-là, c'est pas ma gauche. Est-ce qu'il ne faut pas aider les musulmans à construire des lieux de culte ? La laïcité s'est construite dans un pays où il y avait énormément de lieux de culte pour les catholiques, pour les protestants, pour les juifs. Il n'y en avait pas pour les musulmans. Est-ce que ce n'est pas utile finalement de les aider à construire leur lieu de culte ? Ils ont des aides et quand vous voyez le statut des associations cultuelles, ils ont de nombreux avantages fiscaux. Et Emmanuel Macron, pendant tout son quinquennat, d'ailleurs, n'a fait qu'augmenter les avantages fiscaux des associations cultuelles par rapport aux associations de droit commun, donc de loi 1901. Et il y a de nombreuses manières d'aider, mais je pense que c'est à nos compatriotes musulmans de se fédérer et de s'aider, sachant qu'en 1905, pourquoi la loi de 1905 n'a pas été appliquée dans certaines colonies et n'a pas été appliquée du coup au culte musulman, simplement parce qu'on était dans un système colonial et que l'État voulait continuer à avoir une emprise, notamment en Algérie. Vous êtes aussi une spécialiste des questions de radicalisation. Qu'est-ce que vous pensez de la demande aujourd'hui de rapatrier les enfants de djihadistes, qui est soutenue désormais par 2 associations de victimes ? Je pense que
que la France abandonne pour l'instant ses enfants est une honte et qui laissera profondément des traces. Je pense qu'il est important de se rappeler que nos enfants, c'est notre avenir et que ces enfants sont des victimes. Ils n'ont pas demandé à être là, ils n'ont pas demandé à naître en Syrie ou à avoir été emmenés là-bas. Et du coup, bien évidemment qu'il faut les ramener en France et leur expliquer qu'il y a un endroit où on peut les accueillir et où ils peuvent être élevés en toute sécurité et justement par des lois laïques et de la République. Alors vous avez annoncé que si vous étiez élu, la première chose que vous ferez, c'est de déposer une loi sur les violences sexuelles aux enfants. Qu'est-ce qui est insuffisant dans la législation actuelle ? Alors, il y a eu une loi pourtant récemment, en 2021, à l'initiative de Marlène Schiappa, ce qui prouve d'ailleurs à quel point on a besoin à l'Assemblée nationale de députés qui soient indépendants, qui puissent penser par eux-mêmes et qui soient assez forts, parce que sinon on arrive en fait à des espèces d'effets d'annonce avec des lois qui n'ont pas de sens. Il y a un vrai travail à mener, notamment sur la question de la prescription, puisque aujourd'hui la législation ne prend pas en compte l'amnésie traumatique. La législation ne prend pas non plus en compte l'inceste en tant que... Pour l'instant, c'est qu'une circonstance aggravante. Mais un enfant qui va porter plainte, ou un jeune adulte qui va porter plainte contre son père, c'est une violence extrêmement particulière que le droit se doit d'accompagner. Et enfin, l'urgence, c'est quand même de protéger nos enfants et donc de retirer l'autorité parentale et la garde de tout parent qui serait mis en cause dans une affaire de tel genre. Ces violences concernent... Vous disiez un garçon sur 13, une fille sur 7 enfants. Sur 7 et donc un enfant sur 10. Donc en fait, c'est un sujet qui est extrêmement tabou, c'est le tabou civilisationnel. Et quand on voit que c'est un enfant sur 10, quand on voit que ça concerne des institutions religieuses, des institutions qui vont s'occuper des mineurs, et la première des institutions, c'est-à-dire la famille, en fait, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et je pense surtout à toutes les mères célibataires qui sont confrontées à une justice qui n'a pas les moyens de les aider, où elles essayent juste en fait de mettre leurs enfants en sécurité, puisque c'est quand même globalement assez souvent des hommes qui commettent ces infractions. Et donc je trouve qu'il est important de... En tout cas, si je suis élue députée, je commencerai mon mandat par cette proposition de loi, puisque nos enfants sont notre avenir. Et il est intolérable que jusqu'à maintenant, sous couvert de tabous et de je ne sais quelle pudeur civilisationnelle, on ne les mette pas en sécurité. Et dernière petite question sur la campagne. Vous avez quand même bien ciblé Gabriel Amar, le candidat de la NUPES, notamment sur ses affiches de campagne. Le programme d'Emmanuel Macron aussi. Alors là, j'étais sur Gabriel Amar, sur les affiches de campagne, vous êtes bien moqué de lui sur le fait qu'il pose derrière le musée des Confluences, qui n'est pas évidemment à Villeurbanne. Et puis, plus étonnant, vous l'avez taclé sur la question de la gratuité des cantines scolaires. Si les députés qui souhaitent voter que l'État finance les cantines scolaires et qu'elles soient gratuites pour tout le monde, c'est plutôt un bien pour les communes, non ? Ah bah, ce serait extrêmement contre-productif pour les communes, parce que quand on voit que l'État se défausse de ses responsabilités et ne donne pas les moyens aux communes d'absorber les nouvelles compétences que l'État essaye de faire peser sur elles en permanence. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la gratuité, c'est une proposition qui est complètement démagogique. Sur le principe, personne ne peut être contre. Personne ne peut oser dire à Gabriel Amar « Ah non, il ne faut pas que les enfants mangent gratuitement ». Mais ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit et ce prix qu'il pèse sur les collectivités ou qu'il pèse sur l'État, qui les finance, nos impôts. Et les impôts sont beaucoup moins progressifs que des tarifs très sociaux comme on fait à Villeurbanne, où ça va de la gratuité pour les quotients familiaux les plus précaires à un prix de 5,41 € le repas. C'est-à-dire pas grand-chose comparé au coût que cela représente pour une collectivité. Katia Buisson, je vous remercie. Et moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.